problème de principe, c'est légitime que nous allions dans ce sens. Nous espérons très vite entrer en contact avec les travailleurs pour que dans le cadre d'un contrat social, on puisse programmer ces augmentations de façon à ne pas créer de crise économique à l'intérieur du pays. Et nous pensons aussi qu'il y a d'autres façons d'aider les travailleurs. Les 50%, c'est une façon aussi d'exprimer une volonté de voir leurs conditions de vie améliorées. Nous disons que par la création de mutuelles, de coopératives, qui prendraient en charge leurs besoins en éducation, en santé, en logement, les travailleurs peuvent voir leurs conditions de vie améliorées. Il va de soi que nous allons tout faire aussi pour que les travailleurs puissent être intéressés dans la vie de leur entreprise. Quand ça marche bien, que cela puisse leur apporter quelque chose. Voilà donc un certain nombre d'orientations que nous ferons dans une concertation suivie avec le monde du travail et nous tenons vraiment à l'autonomie du monde du travail. Ça vous fait un dépassement, M. Konaré, de 1 minute et 15 secondes sur les 5 minutes qui vous étaient accordées. Et je voudrais, avec l'accord de M. Konaté, si c'est à décompter sur le reste de son temps ou alors vous bénéficiez de la minute 15 secondes sur votre intervention de tout à l'heure. Est-ce que je peux intervenir sur ce que Alpha vient de dire ou bien quoi? Non, sur le reste du débat, oui, alors, vous avez une 15 supplémentaire. Je préfère être crédité. Très bien. Ouais. Pour le second dossier donc de cette seconde partie, deuxième question, Cheban à Alpha Konaré. Bien, alors je vais aborder là un autre dossier brûlant, le problème scolaire, qui devient d'autant plus brûlant que les accords, les fameux accords dont on parle, prévoient un abaissement de l'enveloppe des bourses de l'ordre de 300 millions pour la rentrée 92 et un abaissement encore plus important pour la rentrée 93, ce qui risque de poser de réels problèmes. Alors, M. Konaré, comment pensez-vous satisfaire les revendications des étudiants et respecter en même temps les engagements pris par le gouvernement par rapport à la Banque mondiale et au FMI? Le problème des bourses, c'est un aspect du problème scolaire. Vous savez que nous avons un système scolaire qui vraiment est loin d'être performant, tant le nombre de redoublants, tant le nombre de renvois, tant le nombre de diplômés en chômage sont importants. Dans notre projet de société, nous envisageons de revaloriser le système en place, mais surtout d'engager une vraie réforme de l'enseignement qui permettrait de donner la chance à un maximum de Maliens de savoir lire et écrire, de prendre aussi en compte tous les problèmes d'environnement dans le système éducatif et de faire en sorte que chaque Malien puisse travailler dans le cadre d'une école liée à la vie. Les revendications des scolaires étaient multiples, pédagogiques, matérielles et de bourses. Nous sommes heureux de constater que certaines ont pu être résolues. Le problème de bourse s'inscrit dans le cadre plus vaste de l'amélioration des conditions de vie, de travail des élèves et des enseignants. Comme vous l'avez noté, cette année, il s'agit d'une masse de 4,8 milliards. En fin d'année, il faut qu'on en soit à 4,5. L'année prochaine, à 4. Et plus tard, à 3,5. Nous disons, nous, que c'est des questions qui sont en ce moment à l'étude par les autorités de la transition. Quand le dossier nous sera communiqué, nous l'examinerons dans son ensemble. Nous savons que les autorités de la transition espèrent une réduction de la masse qui ne signifie pas une diminution du taux de bourse alloué à chaque étudiant par la fixation de critères de sélection. Pour nous, c'est un problème d'ensemble qu'il faut voir par rapport aux autres questions. Et là, nous saurons faire preuve, tout en maintenant nos élèves étudiants dans les meilleures conditions, nous saurons faire preuve de justice et de solidarité pour qu'un maximum d'enfants, c'est-à-dire les 80% qui ne savent pas lire, qui ne vont pas à l'école aujourd'hui, puissent y aller. Donc, le taux actuel de bourse attribué aux élèves et aux étudiants sera maintenu. Quant à
la diminution de la masse, nous verrons cela dans le cadre d'une réflexion d'ensemble sur le système scolaire. Parce que nous pensons qu'il y a les problèmes des élèves et des étudiants, il y a les problèmes des enseignants. Tout cela est à prendre en compte pour améliorer le système scolaire. Non seulement dans sa formation, mais aussi dans l'utilisation de ces produits. Parce que beaucoup se plaignent d'avoir un diplôme et de ne pas avoir d'emploi. Très bien, ça vous fait moins de 3 minutes, Monsieur Konaré, donc 2 minutes qui demeurent quelque part, que vous pourrez utiliser quand vous le souhaiterez. Sur la même question... Je voudrais, si vous voulez, continuer avec un autre aspect de ces problèmes de bourse. Nous pensons que dans le cadre de la concertation suivie que nous aurons avec les élèves et étudiants, dès que nous serons aux affaires, si jamais nous étions élus, nous sommes sûrs que nous arriverons dans la transparence et dans la rigueur de gestion à trouver les voies et moyens. Cela d'autant plus que nous sommes persuadés qu'en mettant en œuvre une politique de décentralisation hardie, il y a bon nombre de questions qui ne sont pas entrevues aujourd'hui qui certainement verront des solutions. Monsieur Konaté, je vous rappelle que vous disposez d'1 minute 15 supplémentaire que vous pourrez utiliser quand vous le voulez, sur cette question ou sur les questions à venir. Mais la même question vous est posée. Oui, je vous remercie, Monsieur Ndiaye. J'ai beaucoup profité de l'expertise d'Alpha dans ce domaine de l'éducation. Et tout comme lui, je pense qu'il faut placer cette question dans son contexte. Le contexte général est le suivant. La priorité des priorités, c'est de renforcer dans toute la mesure du possible l'éducation de base, de faire reculer l'analphabétisme, d'accroître de manière sensible le taux de scolarisation qui est l'un des plus bas du monde. Et notamment au détriment de nos jeunes filles. En second lieu, chacun est témoin du délabrement extraordinaire de nos établissements scolaires. Donc, il faut de façon prioritaire construire des classes nouvelles, réhabiliter les classes qui existent actuellement, puisque nous n'arrivons pas à faire face à la demande. Il faut aussi réserver des crédits pour l'acquisition de manuels scolaires, parce que cela fait cruellement défaut. Et enfin, il faut songer de manière toute particulière à la révalorisation des conditions de service des enseignants, leur formation et les conditions dans lesquelles, conditions tout à fait ingrates, compte tenu du caractère sacré de leur mission, les conditions ingrates dans lesquelles ils travaillent. Donc voilà, à mon avis, les grandes priorités de l'éducation. À cela, il y a les appels angoissés de nos enfants dans le domaine des bourses. Quand les ressources sont limitées, on est bien obligé de fixer des plafonds. Le gouvernement, dans ses négociations avec le FMI et la Banque mondiale, a été obligé d'accepter que les plafonds évoluent selon la tendance qui a été indiquée par Alpha. Donc ceci est tout à fait juste. Mais un plafond, bien sûr, c'est une limitation, mais c'est aussi une marge de manœuvre. Je me suis laissé dire que les statistiques au niveau du ministère de l'Éducation nationale sont assez imprécises sur les dépenses réelles dans ce domaine, sur la qualité des personnes qui ont droit et qui n'ont pas droit à la bourse. Et pour parler familièrement, il semble qu'il y a un peu à boire et à manger dans ce domaine. Donc il y a urgence à revoir de façon plus rigoureuse la gestion des bourses pour qu'elles aillent aux véritables bénéficiaires de la bourse sans aucune complaisance. Puisque nous avons un plafond, et si nous gérons ce plafond de façon convenable, je pense que l'attente des élèves et des étudiants ne sera pas déçue. Il faudra cependant faire attention à 2 facteurs importants. On ne peut pas, dans l'attribution des bourses, ne pas tenir compte tout de même
de ce qu'on appelle les critères de performance. Donc, la bourse doit être la consécration ou la récompense tout de même d'un certain travail. Donc, ces critères doivent être déterminés en accord avec les élèves, bien sûr. Deuxièmement, la bourse, c'est essentiellement destiné à corriger une insuffisance de revenus. Donc, il faut tenir compte de la situation concrète des demandeurs. Nous ne pouvons pas traiter de la même façon le fils d'un haut fonctionnaire ou le paysan qui vient de Kolondiéba pour faire ses études à Bamako. Donc il faut tenir compte de la situation des jeunes ruraux et de toutes les personnes qui se trouvent dans une situation économique et sociale défavorisée lorsque l'on s'avise d'attribuer des bourses. Donc en ayant ces deux critères à l'esprit, en améliorant de façon considérable la gestion des bourses, je suis sûr qu'il est possible non seulement de maintenir et peut-être même de revaloriser quelque peu. Étant entendu que nous ne sommes pas en mesure de sortir des plafonds qui sont fixés et qui ont été fixés compte tenu de certaines contraintes qui s'imposent à notre gouvernement. Voilà la réponse que je peux offrir à cette question. Très bien. Je voudrais tout simplement signaler à l'attention des deux candidats que tout à l'heure, M. Alpha Konaré, au lieu des 5 minutes, a seulement fait 4 minutes. Donc, il lui reste 1 minute toujours en économie. Et la minute 15 secondes qui est en économie pour M. Konaté demeure. Troisième dossier de ce chapitre, question de Chevan Koulibaly à M. Tchéoulé Mamadou Konaté. Monsieur Konaté, je voudrais qu'on discute maintenant du problème du pacte national qui a soulevé un certain nombre de polémiques auprès de certains partis, notamment sur certains points qui sont considérés comme les plus délicats. Parmi ces points, il y a l'intégration des anciens rebelles dans l'armée, la concrétisation du statut particulier du Nord, particulièrement la possibilité de créer une assemblée interrégionale, et puis le financement du plan décennal de promotion économique, qui va demander énormément de fonds. Alors, quelle est votre position par rapport à la mise en application de ce pacte national? Bien, comme je l'ai dit en introduction, je me félicite du retour à la paix. La paix n'a pas de prix, on ne peut rien faire sans la paix. Donc j'adresse mes compliments à tous les promoteurs de ce pacte national et nous avions effectivement besoin de la paix. Et en ce qui me concerne, j'ai déploré tous les efforts nécessaires pour consolider, pour respecter l'accord qui a été souscrit par notre gouvernement sous l'autorité du chef de l'État. Ceci étant rappelé, je ne suis pas vraiment très expert sur cette question. Je n'ai jamais été associé à la négociation, donc n'attendez pas de moi que je puisse en parler savamment. Je voudrais simplement faire quelques réflexions de bon sens qui consistent à considérer que sur le principe, si l'on a souhaité sur une base volontaire le retour ou l'intégration plutôt des rebelles ou des anciens rebelles dans l'armée nationale, ce serait la marque, bien sûr, de la réconciliation, ce sera la marque de la paix des cœurs. Donc si cela pouvait se réaliser sur une base volontaire et selon des modalités qui seront déterminées par les autorités compétentes maliennes, personnellement, je n'ai aucune objection de principe si certains rebelles veulent continuer dans le métier des armes. Donc voilà ce que je n'ai pas d'objection de principe, puisque cela se fait sur une base volontaire. Donc je crois que les commentaires sont nécessairement limités sur cette question. Alors le deuxième point, l'Assemblée territoriale, là aussi je me félicite parce que cela se place dans le cadre de la décentralisation, que l'on permette à nos populations vivant dans les zones septentrionales de s'exprimer dans le cadre d'assemblées régionales ou interrégionales, quoi de plus normal. Cependant, si j'avais été associé à la négociation, ou si je pouvais approfondir mes connaissances dans ce domaine,
j'exprimerai simplement une surprise quand il est marqué, quand je vois dans l'accord que les membres de cette assemblée seront élus au suffrage indirect. J'aimerais bien savoir pourquoi indirect et pourquoi pas direct. C'est simplement une question. Quant au plan décennal, je crois que c'est une bonne chose, mais ce plan doit être mis en œuvre, je crois, dans les 6 mois à partir de la signature. Et le problème qui se pose avec ce plan, c'est comme dans tous les plans, c'est son financement. Je veux croire que les autorités maliennes ont pris toutes leurs précautions lorsqu'elles ont souscrit non seulement à la création de ce plan, mais à son financement. Et compte tenu de ce que je sais de la situation financière de notre pays, s'il y avait des difficultés pour honorer les engagements datés qui figurent dans le pacte, il serait souhaitable que l'on prenne langue avec tous ceux qui nous ont assistés dans la négociation et dans la conclusion de cet accord, afin que non seulement le plan décennal puisse être financé, mais également les 2 autres fonds dont il est question. Parce que ces fonds doivent être dotés de ressources financières concrètes. La situation du Mali étant ce que nous savons, je pense que des partenaires bienveillants, très engagés dans cette opération, comme les Français, devraient nous aider. Les Français, au-delà des Français, la communauté internationale, devraient nous aider à alimenter ces fonds et à financer ces plans afin que les régions septentrionales puissent se développer dans des conditions normales. Donc mon souci premier, s'agissant de ce plan, c'est son financement. Je sais que nous avons des difficultés et je crois que nous devons entreprendre des actions tout à fait vigoureuses dans 2 directions. D'abord, mettre en œuvre les financements déjà acquis et qui concernent cette région et qui ont été entravés du fait de l'existence de la rébellion. Et d'autre part, des actions en direction de nos partenaires au développement, qu'il s'agisse de la France, qu'il s'agisse des institutions de Bruxelles, qu'il s'agisse des institutions de Bretton Woods, afin que ce plan puisse être financé. Voilà ce que j'avais à dire sur cette question. Voilà, votre minute 15 demeure, M. Konaté. Vous pouvez toujours l'utiliser quand vous en avez besoin dans cette émission. M. Konaté, pour exactement les mêmes questions et pour 5 minutes. Je voudrais bien croire que les interrogations de M. Konaté sur le mode d'élection de l'Assemblée territoriale ou sur les difficultés de financement ne sont pas des réserves. Je me suis réjoui beaucoup de la signature de ces accords de paix. J'ai tenu moi-même à être personnellement présent au moment de la signature pour montrer l'intérêt que j'accordais à cet acte. Et surtout pour signifier que ces actes, si nous étions élus demain, nous engageaient pleinement et totalement. Vous avez noté un certain nombre de points. C'est peut-être des points délicats, mais je ne voudrais pas croire que ces points-là puissent être des obstacles demain. Nous avons la certitude qu'avec nos frères des mouvements, nous arriverons à gagner la paix chaque jour. Les problèmes concernant l'intégration des rebelles au sein de l'armée nationale. Ce texte a été promulgué par le président du CTSP, adopté par le CTSP. Nous faisons pleinement et totalement confiance au président du CTSP parce que nous savons à quel point il s'est dépensé pour qu'on arrive à de tels résultats. Nous savons qu'au sein du CTSP, toute l'armée se trouve représentée et qu'elle a mesuré à sa juste valeur le sens des engagements pris. Pour nous, il était normal d'aller dans ce sens parce que l'armée nationale, c'est tout de même le creuset et le facteur de l'unité nationale. Et au moment où nous parlons de recomposition en termes d'unité nationale, il était indispensable qu'il y ait une telle ouverture. Donc, pour nous, cette intégration au sein des forces armées et la dimension militaire de la promotion
des ressources humaines des régions du Nord. Je crois que cela se déroulera dans les bonnes conditions parce que les engagements sont libres et il y a une commission bipartite et après le recrutement, il y aura une formation. Maintenant, concernant le problème du financement, bien entendu, les autorités de la transition ont procédé à la signature. Mais il nous reviendra à nous, si jamais nous étions élus demain, de rechercher toutes les sources de financement. Bien sûr, la libre administration permettra certainement de sécréter de nouvelles ressources. Et nous savons qu'autour de cette question, il sera possible de mobiliser les organisations internationales, peut-être autour du PNUD. Et pourquoi pas, peut-être au moment de la revue du programme d'ajustement structurel, de poser une telle question. Bien entendu, la libre administration laissera aussi la possibilité aux diverses régions d'entrer directement en contact avec des bailleurs de fonds. Maintenant, le statut particulier, la libre administration. Nous pensons qu'il s'agit d'un départ. Si cela marche bien dans ces régions, c'est une formule d'administration qui sera largement étendue à tout le pays pour permettre aux populations de se prendre en charge, de gérer leurs affaires et aussi d'exercer un contrôle populaire. Exactement en 3 minutes 27, si vous avez d'autres points à développer, parce qu'il vous reste 1 minute déjà en économie, plus 1 30, ça vous fait 2 minutes 30 que vous pourrez utiliser ou tout de suite ou après, à votre choix. Très bien, donc le 4e et le dernier dossier de ce chapitre, autrement dit 4e et dernière question. Question posée par Gaussou Drabo à Alpha Omar Konaré. Oui, Monsieur Konaré, le dernier problème de cette seconde partie de l'émission est assez particulier. Il s'agit de justice en fait. Si tout se passe bien, le procès des crimes de sang se tiendra avant la fin de la transition. Et si vous êtes élu, vous vous retrouverez avec un deuxième dossier qui est peut-être moins spectaculaire, mais qui est tout aussi important que le premier. C'est celui des crimes économiques. Or, dans l'opinion publique, on a tendance à penser que la Troisième République sera peut-être plus accommodante, moins intransigeante que la transition sur cette question. Est-ce votre sentiment ou bien voulez-vous donner des assurances à vos électeurs que, effectivement, justice sera faite sans esprit de revanche, mais sans faiblesse non plus? Je voudrais dire clairement que nous ferons tout pour nous poser en rassembleur des Maliens et des Maliennes. Nous entreprendrons tout pour qu'il y ait la réconciliation des cœurs. Mais la réconciliation des cœurs passe d'abord par l'action de justice. Vous avez fait référence au jugement prochain dans le cadre des crimes du sang. Ce que je voudrais dire ici solennellement, c'est que demain, si nous étions appelés aux affaires, il reviendra à la justice et pour son honneur, seul, de s'occuper de ce dossier et de le conclure dans toute la transparence devant notre peuple et devant l'opinion internationale. Pour ce qui concerne les crimes économiques, il s'agit d'un point important pour nous. À un moment où nous traversons une crise économique grave, à un moment où il y a beaucoup d'exclusion, nous devons tout faire pour que les quelques ressources dont nous disposons ne soient pas dilapidées. Nous ferons tout pour accomplir le contrat que nous avons proposé aux Maliennes et aux Maliennes, fondé entre autres sur la fin du népotisme et sur la fin des détournements de deniers publics. Cependant, nous verrons que dans ce cadre, aucun Malien ne puisse être humilié, ne puisse être sacrifié, ne puisse être ignoré. Nous verrons à ce que, de façon diligente, les dossiers soient portés au niveau de la justice et que justice se fasse dans le respect des droits et de la législation en vigueur. Et si des moyens humains et matériels étaient nécessaires pour que justice se fasse, nous verrons à ce que tout cela soit mis à la disposition de la magistrature. L'indépendance de la magistrature sera un maître mot sous la Troisième République. Sans elle, il n'y aura pas de démocratie. Sur la même question, M. Tchéouli Mandou Konaté. Monsieur Ndiaye, j'avoue que j'ai vraiment peu de choses à dire et je ne vois pas pourquoi
un gouvernement légitimement mis en place, un président de la République fort de la légitimité populaire, pourrait se montrer plus indulgent que les autorités de la transition. Il y a là un a priori que je n'accepte pas. Je suis respectueux de la loi, je suis un homme tolérant, je suis un homme, je crois, épris de justice. Le président de la République doit veiller à ce que l'esprit de vengeance, l'esprit de revanche soit prohibé. Donc, sous ma direction, la justice suivra son cours de façon indépendante et de façon sereine. Ce sera toute la loi et rien que la loi. Donc, cette question n'appelle pas de commentaires particuliers de ma part. Ceux qui sont actuellement en état d'arrestation, eh bien, seront jugés, les éléments de preuve devront être rapportés, et puis le président de la République, d'ailleurs, n'est pas concerné, puisque nous sommes en régime de séparation des pouvoirs. Et il serait tout à fait scandaleux que le chef de l'État puisse dicter aux magistrats la conduite à tenir. Je crois que ceci est révolu. Nous ne sommes plus au régime de la dictature ou du parti unique, où toutes les institutions étaient confondues. Donc je n'ai pas grand-chose à dire sur cette question. Le chef de l'État exercera ses prérogatives, respectera les prérogatives des juges, fera en sorte que les droits, non seulement de la société, mais les droits de la défense soient pleinement respectés. C'est tout. Merci, Monsieur Konaté. Je voudrais rappeler aux uns et aux autres que nous sommes parfaitement dans le temps, dans les délais, puisque cette émission a été programmée sur 90 minutes. Nous en sommes exactement à 1h20. Les 10 minutes qui restent seront consacrées, comme le prévoit du reste, face à face aux différents messages. Message du candidat Tchéoulé Mamadou Konaté et message du candidat Alpha Omar Konaré, comme l'avait indiqué le tirage au sort. Tchéoulé Mamadou Konaté pour son message. Mes chers compatriotes, nous sommes à la veille du second tour des élections présidentielles. Comme j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises au cours de cette campagne, ma conviction est que l'espoir est permis dans notre pays. Nous sommes dans une situation difficile. Les problèmes auxquels nous avons à faire face sont ardus. Mais les solutions existent. Les hommes pour les mettre en œuvre existent. Les ressources également ne manquent pas. Qu'est-ce qui nous manque dès lors? Nous devons resserrer nos rangs. Nous devons cultiver en nous l'esprit de tolérance et de fraternité. Nous devons bannir à tout jamais le sectarisme. Nous devons bannir la haine. Nous devons chérir la fraternité. Cela est indispensable pour réussir. Les régimes d'autorité que nous avons connus dans le passé ont semé dans nos cœurs le doute et la peur. Grâce au sacrifice de martyrs, plus personne n'a peur dans notre pays. Nous devons assumer pleinement nos responsabilités. En ce qui me concerne, je m'engage à défendre les institutions républicaines, à promouvoir la démocratie. Cette démocratie, j'estime pour l'heure qu'elle est en péril. Elle est en péril parce que le processus électoral qui se déroule actuellement ne se déroule ni dans la transparence ni dans la loyauté. Et c'est la raison pour laquelle, chers compatriotes,
je vous demande de ne pas accorder votre confiance au candidat de l'ADEMA. En effet, je n'ai aucune prévention personnelle contre mon cadet Alpha Omar Konaré, que j'estime par ailleurs. Mais ici, nous sommes sur le terrain des principes. Il n'y a pas de démocratie sans contre-pouvoir. Par des méthodes et des procédés sur lesquels je ne reviendrai pas, nous nous trouvons dans une situation d'hégémonie et de domination d'un parti. Après le Parlement, ce sera le gouvernement et ensuite la présidence de la République. Le représentant de l'ADEMA ne peut offrir aucun contre-pouvoir sérieux et valable. Il est bon prince lorsqu'il dit et propose la gestion concertée. Mais cela ne dépend que de son bon vouloir. Nous ne voulons plus de bon vouloir de qui que ce soit. Nous voulons des institutions équilibrées. Et l'équilibre commande que la présidence de la République ne soit pas confiée à un parti déjà dominant. Mes chers compatriotes, je dirais quelques mots de la fraude, puisque les choses sont liées. J'ai dénoncé cette fraude. Notre système est défectueux à bien des égards. Nous avons la possibilité de le corriger si nous le voulons vraiment. Avec les cartes électorales qui circulent comme de la fausse monnaie, des votes multiples sont possibles. Avec les obstructions de caractère administratif que nous avons déjà dénoncées au détriment de nos compatriotes de l'étranger, notamment en Côte d'Ivoire. Près de 15% du corps électoral se trouve être éliminé de la désignation du président de la République. Ceci est scandaleux et ceci est inacceptable. Donc je vous appelle à la vigilance. Il y a comme une sorte de hold-up sur la démocratie. Ressaisissons-nous et sachons équilibrer nos institutions. En ce qui me concerne, le moment venu, je saurai tirer toutes les conclusions et conséquences de cet état de choses. Je vous invite, chers compatriotes, à ne pas perdre confiance, à ne pas vous laisser intimider, à ne pas avoir peur. Au contraire, avec nous, regardez l'avenir avec confiance. Sachez défendre vos droits. Dans ce cadre-là, je serai bien volontiers à vos côtés. 6 minutes pour le candidat Tchoublé Mondou Konaté, 6 minutes pour le candidat Alpha Omar Konaré pour son message. Mon cher aîné, Dieu vous écoute, le peuple vous entend. Le peuple qui a suivi le déroulement de toutes ces élections. Je voudrais, si vous le permettez, qu'ensemble, nous lançons d'abord un appel à tous nos concitoyens pour que massivement, ils viennent voter dimanche prochain. Parce que nous savons qu'à ce niveau encore, il y a certains qui spéculent sur la poursuite du processus démocratique. Je pense aussi qu'il serait souhaitable que vous et moi ensemble, puisque vous parlez de fraude, nous lancions un appel contre toutes les tentatives de fraude. Les cartes achetées au vu du bulletin de l'adversaire, les cartes achetées qui sont détruites au coin des carrés, les cartes raflées dans les mairies et distribuées dans des concessions. Tout cela, nous devons pouvoir y parer. Parce que notre peuple vient de démontrer les limites du pouvoir de l'argent au Mali. Je pense aussi qu'il sera très important que vous et moi, nous veillons à la conformité de nos actes avec ce que nous disons, notamment en matière de protection de l'environnement. Toutes ces rues bariolées, sales, ces rues avec des écritures
Ceci ne va pas dans le sens de la protection de l'environnement. Je crois qu'un rassembleur comme moi, nous devons veiller à l'union dans tous les quartiers. Je vous assure que j'entends aujourd'hui des rumeurs venant de quartiers paisibles comme Bamako, de Misra, où certains s'amusent à promettre dimanche prochain le feu à ceux qui ne voteront pas pour leurs favoris. Et la Côte d'Ivoire, vous en avez parlé. Vous savez, vous, exactement, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Moi, je sais réellement ce qui s'est passé. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire savent exactement ce qui s'est passé. Je pense qu'il est souhaitable que ce pays frère, avec son président ami, père à nous tous, soit tenu à l'écart d'un tel débat. Vous avez parlé de votre rôle de rassembleur, mon cher aîné. Bien sûr, vous me permettrez de déroger parce que nous sommes sur un terrain politique. Vous êtes posé en rassembleur, mais vous avez d'abord divisé l'Union soudanaise. Vous êtes venu pour créer l'URMA. Quand vous avez vu que ça ne marchait pas, on vous a téléphoné pour vous dire de mettre vos papiers dans le tiroir, de venir, et que si vous n'étiez pas candidat, alors vous diviseriez. Vous avez parfaitement reçu cela. Je voudrais simplement vous dire que vous êtes porteur d'un héritage, mais notre père à tous les Maliens, le père Konaté, n'a jamais divisé. Le problème par lequel vous avez fendu l'Union soudanaise a toujours existé. Vous avez divisé l'Union soudanaise. Ensuite, je voudrais vous dire ceci, par rapport à votre rôle de rassembleur. On voit un clan à l'œuvre, et cela nous fait peur. Cela fait peur. Un clan avec des frères, des amis que nous respectons beaucoup, mais nous avons des inquiétudes profondes par rapport à cela. Notre peuple veut vraiment de notre pouvoir humain. Un pouvoir humain, un pouvoir qui ne soit pas que technocratique. Je suis aujourd'hui le candidat des forces du changement. Sur les 7 candidats autres, 4 m'ont apporté leur appui. 2 n'ont rien indiqué. 1 s'est abstenu. Je suis le rassembleur. Je suis la force de changement qui peut apporter des solutions concrètes aux préoccupations des Maliennes et des Maliens. Je constate simplement que hier, vous avez déclaré dans une de vos déclarations, dans une de vos interviews, que vous ne retournerez pas à Genève et que vous resteriez ici probablement. J'avais noté dans un numéro de francophone, numéro 20, que vous n'aviez pas rompu, vous n'aviez pas démissionné. Tant mieux si vous ne devez pas retourner. Parce que moi, j'ai choisi depuis longtemps de trimer avec les chômeurs d'ici. J'ai choisi de trimer avec les pauvres types. J'ai choisi de trimer avec les pères de famille qui n'arrivent pas à payer leur prix de condiment. Et cela, pour aujourd'hui et pour toujours, je serai avec eux pour régler leur avenir. Nous n'accepterons jamais que des gens en vacances viennent faire une espèce d'OPA, puisque vous avez dit le mot sur la République. Je dis donc qu'un rassembleur, nous allons bâtir le Mali, nous allons être le président de tous les Maliens et de toutes les Maliennes, sans exclusive aucune. Très bien, merci Monsieur Tchéouli Mamadou Konaté, merci Monsieur Alpha Oumar Konaré pour ce face-à-face qui, nous l'espérons, contribuera à avancer un peu plus dans la démocratie dans notre pays, selon une logique tout à fait républicaine. Et avec votre accord, Monsieur Konaré, Monsieur Konaté, est-ce que devant l'assistance et devant nos caméras, vous pouvez vous serrer la main? Parce que malgré tout, vous demeurez tous les deux les fils de ce pays. Merci pour votre attention et bonsoir.